Bonjour, je suis Marion Marten et un jour, j'ai réalisé que je n'avais lu presque que des hommes. Alors j'ai décidé de changer ça. Bienvenue dans la bibliothèque de Marion, où l'on célèbre l'écriture des autrices du monde entier. Dans chaque épisode, je vous raconte une lecture qui m'a marquée. Je crois que je vis actuellement sur une autre planète. I had never intended to be a writer. Ma première expérience d'écriture m'a révélé que l'écriture était totalement dangereuse. Un effort de ma part, pas un effort, mais un courage de ma part d'où je viens de faire des livres. Très émue, très heureuse, je me rends pas encore vraiment compte, voilà, j'ai pas encore tout à fait atterri. Je passe ma vie à tomber enceinte de livres, ma vie est une longue grossesse de livres. Dans cet épisode, je voudrais vous parler du livre Le désir dans la cage d'Alyssa Wens, un hommage littéraire à une compositrice oubliée, Mel Bonis. À travers le portrait de cette artiste entravée par les conventions, l'autrice explore avec une infinie délicatesse la tension entre création et sacrifice au XIXe siècle. La petite fille que j'étais a manqué de figures féminines emblématiques. Je n'avais que des exemples masculins. L'histoire avait tout simplement effacé les femmes. C'est dans ce silence assourdissant que s'inscrit l'histoire du roman Le désir dans la cage d'Alyssa Wens. Le personnage principal n'est autre qu'une compositrice tombée aux oubliettes. Vous connaissez sûrement les grands compositeurs comme Mozart, dont vous ignorez peut-être qu'il a eu une sœur tout aussi douée que lui, tout comme Félix Mendelssohn. Vous connaissez certainement moins de compositrices. Mais ce n'est pas votre faute. Elles ont tout simplement été invisibilisées. Les hommes ont fait du masculin le neutre, l'universel, et ils ont ainsi relégué les femmes dans l'ombre de l'oubli. Le désir dans la cage, c'est donc un hommage d'une compositrice-autrice à une autre, d'Alyssa Wens à Mel Bonis. Ce livre, publié en 2025 aux éditions Les Avrils, est une ode puissante à la musique et à la sororité. Alyssa Wens y retrace avec liberté la vie de la compositrice, une vie entravée par les conventions de son époque. Aspirée par sa vie de femme mariée et de mère, elle n'a plus le temps ni l'énergie de créer. Elle vit dans une cage dorée où la création n'a pas sa place, jusqu'au jour où elle rompt avec les codes et s'enferme pour composer. Elle renoue alors avec la femme qu'elle était avant le mariage et avant la maternité. Il lui suffisait d'un peu de place, d'un lieu à soi, comme le remarque si justement Virginia Woolf dans son essai Une chambre à soi, publié en 1929, dont je vous parlais dans le 2e épisode de ce podcast, et dont on parle énormément aujourd'hui car il révèle l'oppression des femmes et l'histoire de leur émancipation, notamment par la création. Ce livre m'a fait penser à l'essai féministe de Titu Lecoq, avec Les Grandes Oubliées, qui revient sur cet effacement progressif des femmes du siècle des Lumières jusqu'à l'ère napoléonienne, avec le Code civil, notamment, qui a rendu les femmes d'éternelles mineures. L'objectif de cet effacement ? Maintenir les femmes sous le joug du père, puis du mari, les empêcher de se réunir, de créer et de s'émanciper. En bref, de les contrôler. Cela en les empêchant d'hériter et d'avoir de l'argent, d'exercer un métier parfois. Et c'est là notre héritage commun à toutes et à tous. Tâchons de le reconnaître. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Mel Bonis, à son époque, a également choisi un nom masculin pour composer. Et je cite Alyssa Wens. « Tu seras Mel Bonis. Ta signature fait le pari de l'erreur de jugement. Tu te sens plus forte, plus vive, plus drôle. Tu te dédoubles, tu te démultiplies, tu te métamorphoses. Mel Bonis est le nom de ta liberté. » Fin de citation. Cette citation me fait penser à d'autres créatrices comme George Sand, il me semble comme Emily Brontë ou Mary Shelley par exemple, qui ont emprunté des noms masculins pour pouvoir être publiés, pour pouvoir créer. C'est dire ce qu'il fallait faire pour laisser parler son esprit. Il
y a une autre citation d'Alice Owens que j'aime beaucoup, qui résume assez bien le constat de Virginia Woolf sur la condition des femmes. Début de citation. Le contrat est rempli. Tu es la femme, la mère, il est l'homme. Tu es à l'intérieur, il est à l'extérieur. Tu es vertueuse, il est volage. Tu t'occupes des enfants et de la maison, il travaille. Fin de citation. Le 2 poids 2 mesures que j'évoquais dans mon premier épisode. Avec toutes ces corvées, avec toutes ces responsabilités, comment les femmes peuvent-elles s'émanciper et créer ? Il y a une place particulière accordée à la musique dans Le désir dans la cage d'Alice Owens, qui est elle-même compositrice. J'ai particulièrement apprécié la structure de ce roman, qui, avec une structure en partie titrée comme des mouvements d'une composition, prélude, valse, berceuse. L'autrice s'adresse directement à une autre musicienne, une musicienne du siècle dernier. Elle s'adresse à elle avec l'emploi du tu, qui peut dérouter parfois, mais qui crée une proximité immédiate et place le lecteur comme témoin d'une discussion intime entre deux femmes. C'est un travail de réparation. En écrivant à Mel Bonis, Alice Owens lui redonne son nom, son corps et sa musique. Elle brise ainsi les barreaux de la cage pour laisser place à la création, mais aussi et surtout lui redonner la place qu'elle mérite dans nos esprits, car nos esprits ont été bien trop longtemps colonisés par une culture marquée uniquement par des grands noms masculins, les grands hommes. Dans ce podcast, faisons place aux grandes femmes. Pour aller plus loin dans vos lectures, je vous propose de découvrir un essai, En bon père de famille de Rose Lamy, qui revient sur cette figure du père que cela représente dans la société, notamment à travers l'expression pater familias et tout cet héritage autour de la gestion en bon père de famille qu'on retrouvait encore il y a peu dans les textes de loi. Et on le sait parfois, certains pères n'ont pas à cœur l'émancipation de leurs filles, ou de leurs femmes d'ailleurs. Et cet essai nous invite à revoir la figure du père que l'on adule, que l'on protège, à tout prix, parfois au prix de la vie des enfants. Je vous conseille également de lire Mémoires de fille d'Annie Ernaux, un récit qui nous parle de la vie d'une jeune fille dans les années 60. Si l'autrice est particulièrement connue pour son texte autobiographique L'événement autour d'un avortement clandestin, Mémoires de fille, son premier texte, vaut également le détour. Car on se rend compte de tous ces carcans de cette éducation genrée, de cette éducation différenciée entre les garçons et les filles qui mènent à toutes ces inégalités. Si on enseigne d'un côté aux jeunes filles la couture, qu'on ne leur donne pas de repères féminins à travers l'histoire, de grandes figures à aduler, on les empêche peut-être de se projeter dans l'avenir, dans un avenir plus grand. On leur laisse une toute petite place. Fort heureusement, les femmes ne se laissent pas enfermer si facilement. Il suffit de prêter l'oreille pour les entendre scander que leur liberté n'a pas de prix et que leur voix et leur corps comptent tout autant que ceux des hommes. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour prolonger la réflexion, je vous invite à découvrir mes chroniques sur mon blog labibliothèquedemarion.fr et à plonger dans tout un univers féminin et féministe. À bientôt pour un prochain épisode.